Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Cette fois, c'est la bonne, on commence. Écoutez, merci d'être présentes et présents pour notre dernière table ronde de notre cycle Réparer le monde bâti. Avant qu'on en vienne à la présentation de la séance de ce soir, je vais redire des choses que j'ai dit à chaque fois, mais qui sont importantes. L'ensemble de ces rencontres, elle est liée à un programme européen qui s'appelle PENS, et voilà, que Vincent et Milena vont vous présenter dans une seconde. Mais juste avant, voilà, comme à chaque fois, il y a des feuilles à signer. C'est très important que vous signiez ces feuilles de présence en indiquant bien voilà, votre nom, prénom, etc., en signant, et votre pays d'origine. Voilà, c'est aussi très important pour nous. Donc, celles et ceux qui sont là-haut, s'il vous plaît, ne partez pas sans avoir signé cette jolie feuille, voilà, comme les autres fois. C'est vraiment vital pour nous, pour que cet événement et puis d'autres événements de même nature puissent avoir lieu dans l'école. Donc voilà, on vous en remercie chaleureusement. Donc voilà, je cède tout de suite la parole à Vincent et Milena. Merci Philippe. Alors on va être très très bref. Juste pour vous dire, en fait, ça, c'est juste des preuves si on nous les demandait, mais on en a besoin. Voilà, ils financent en fonction du quota de personnes qu'on arrive à avoir dans chaque rencontre. Je m'appelle Vincent, je m'occupe d'une structure qui s'appelle Arsonga et on travaille sur des enjeux autour de transition écologique, démocratie et culture. Et c'est le thème justement du programme sur lequel nous travaillons avec Milena. C'est un programme qui s'appelle donc PEN, c'est Power Europe Narrative for Civic Ecology. Et c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle SERVE sur la question des droits, donc c'est citoyens, droits, valeurs. C'est probablement des programmes que j'aurais pas forcément regardé avec attention il y a quelques années. Je trouve que maintenant, plus que jamais en ce moment, ce sont des programmes un peu de résistance avec ce qui vient politiquement, que ce soit en France ou même en Europe. Et donc, on est assez fiers de pouvoir porter ce projet-là. Nous sommes 4 organisations, donc Arsonga, Mina qui représente le Fab Lab Barcelone et aussi l'AIAC, qui est une école d'architecture à Barcelone. Nous avons aussi Creative for Climate qui sont basés à Amsterdam et puis le dernier qui est la Fab City Foundation qui est basée en Estonie. Voilà, donc c'est 3 choses qu'on travaille ensemble. Culture, démocratie et on pourrait dire ce qui va être la question de l'engagement. Voilà. Je vais laisser Milena parler, elle va parler en anglais, je pense que ça ne vous dérangera pas. J'essaierai de lui traduire un petit peu ce qu'on raconte durant la table ronde. Je suis très heureux qu'elle soit présente. C'est sur les 4 tables rondes, c'est la première fois qu'une des personnes vient de notre projet. Elle aurait plein de choses passionnantes à raconter. Si jamais vous voulez avoir des contacts ou échanger avec elle, n'hésitez pas à la fin de la rencontre. Je lui laisse se présenter ce qu'elle fait. Thank you very much, Vincent. Very quickly, again, I'm Milena Juarez from Fab Lab Barcelona, which is part of the Institute for Advanced Architecture in Catalonia. I'm not an architect, neither advanced, but I'm working the research team at Fab Lab, and I'm super glad to be here today. I probably would not be able to follow the full conversation, but I'm trusting Vincent will be able to translate, I feel, the insights from the conversation to me later. Just to few words about the work that we are doing also through PENSE initiative, so the same program we are doing kind of a pilot or the activities in Barcelona, also trying to understand how design practices and participatory dynamics can be used as strategies for bringing citizens closer to climate action, but also to social justice and environmental justice.
And our focus more in Barcelona, I would say, is to explore how the third spaces, and we in Barcelona, we focus more on the Fab Labs, maker spaces, creative hubs, how they can be these platforms for bringing people together, combining different types of stakeholders, local communities, to reimagine how we want to see the world, right? And also trying to make the projects more tangible, let's say, as we work with, I know you're familiar with Fab Labs, but really trying to democratize the access to technology and to tools in general, right? So really trying to understand how, using collective knowledge, we can bring the society together for the different activities we are doing, and then imagining potential futures together with the community. So we are doing lots of conferences, talks. We had last week, Vincent participating in one of our conferences in which we launched a network of productive spaces in Barcelona, and it's just super glad to be here, and I'm looking forward to understand a bit more about the work you are doing in Paris. Thank you very much. Merci beaucoup Vincent, merci Milena pour cette introduction et merci à toutes et à tous de venir pour cette dernière table ronde. Alors durant les 3 tables rondes précédentes, que ce soit sur les conditions d'une reconstruction écologique après la guerre, le réemploi ou encore l'architecture en terre, nos invités ont tous parlé de l'importance du soin apporté au bâti et à ceux qui le font ou qui le réparent. Et dans ces 3 tables rondes, la notion de care n'a pas toujours été prononcée, peut-être un peu plus la semaine dernière, même si toutes les pratiques et approches qui nous ont été décrites relevaient clairement de cette notion. Et donc pour cette dernière table ronde, nous avons voulu vraiment mettre cette notion au centre, en ce qu'elle met la vulnérabilité des sujets au cœur de la réflexion. Invitée l'année dernière dans ces murs pour la conférence inaugurale, la philosophe et la psychanalyste Cynthia Fleury disait au sujet de la vulnérabilité que celle-ci ne peut pas être un point d'assignation à résidence, mais pouvait, je cite encore, devenir un levier dynamique à partir duquel on peut déployer une théorie de la conception. Alors c'est pourquoi nous voulons interroger aujourd'hui nos invités sur la manière de penser l'architecture soignante, non pas seulement pour les personnes vulnérables, mais à partir des vulnérabilités. Et voir dans quelle mesure cette approche permet de créer de nouvelles conditions plus inclusives de concevoir et de vivre ensemble. Question que nous aborderons autour des recherches et des réalisations portant sur la santé mentale en interrogeant leurs valeurs et portée thérapeutique et sociale. Pour en parler, donc, nous avons 3 invités, donc, en partant de ma gauche et dans l'ordre de présentation qui vont suivre. Lila Bonneau, qui est architecte et docteur en architecture, enseignante-chercheur à l'ENSA de Paris-Val-de-Seine, où elle coordonne la chaire Archidesa, Architecture, Design, Santé, et qui a publié l'ouvrage L'hôpital Beaujon de Clichy, l'architecture thérapeutique au XXe siècle et ses milieux, travail de recherche qui est issu de sa thèse. Ensuite, donc, Éric de Thoisier, avec qui on a un plaisir de travailler depuis maintenant 3 ans, qui est également architecte et docteur en architecture, qui est chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital et qui anime depuis 2020 le séminaire Architecture Équerre sur la Péniche et la Daman, qui est un centre psychiatrique de jour, et qui a été également co-commissaire de l'exposition Soutenir, qui était consacrée aux relations entre la ville, l'architecture et le soin. Et enfin, Gaston Tolila, qui est architecte et cofondateur de l'atelier d'architecture Tolila-Gilliland, et qui a réalisé plusieurs lieux de soins en santé mentale, dont le dernier, le centre Gilbert Raby, qui sera montré aujourd'hui particulièrement, a reçu le prix de l'Équerre d'argent et le prix de la construction bois en 2023. Et par ailleurs, depuis 2024, l'agence conduit un programme de recherche sur le thème de l'architecture et psychiatrie. Donc Lila, je te passe directement la parole. Merci beaucoup. Alors juste, je vérifie que tout fonctionne.
Là-bas, ouais, ok. Merci. Donc bonjour à tous. Bonjour à toutes, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Merci à Elisabeth Essayan et à Philippe Simet. Merci à tous pour l'organisation de cet événement et de cette table ronde. Merci à ceux qui contribuent à celle-ci à mes côtés. Je remercie également tous ceux qui contribuent au quotidien avec moi à ces recherches, à la pédagogie et à la pratique que j'ai le plaisir de suivre au fil des semaines. Alors simplement, je suis ici peut-être puisque je m'intéresse particulièrement à la question de l'environnement bâti et naturel et comment cet environnement peut contribuer à la santé, au bien-être et donc à la prise en soin. Ces recherches sur les lieux notamment, puisque vous le verrez, je suis donc architecte spécialisée en architecture et patrimoine ici à Paris-Belleville, d'abord avant de m'intéresser aux questions de soins. Et en fait, l'approche que je déploie depuis quelques années maintenant avec mes confrères, bien évidemment, elle se forge autour de l'analyse poussée des recherches qui portent notamment sur les établissements de soins, des établissements de soins de santé mentale ou des hôpitaux, bien sûr, ou autres. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, je vous ai mis ici, finalement, une citation qui a un peu structuré mes recherches. C'était une très belle rencontre, cette lecture. C'est une lecture issue d'un ouvrage qui s'appelle « Homme, maison, paysage » et c'est sur l'environnement humain d'Urbain Cassan, qui est l'un des architectes qui a notamment imaginé, conçu l'hôpital Beaujon sur lequel j'ai fait ma thèse, un hôpital inauguré en 1935. Aujourd'hui, architecture contemporaine remarquable du XXe siècle. Attendez, je regarde juste comme ça que je ne dépasse pas le temps, excusez-moi. Donc je vous laisse apprécier cette citation et en fait elle m'a beaucoup intéressée. Pourquoi ? Puisqu'elle croise les questions de conservation, de préservation de notre environnement humain et en même temps à la fois comment cet environnement peut contribuer à la prise en soin et à notre environnement à tous et à notre condition de santé physique et psychique. La question de la monographie de bâtiments, donc effectivement pour ma part, après mes études d'architecture, je me suis impliquée plutôt dans les métiers autour du patrimoine au départ et finalement beaucoup de choses m'ont intéressée, notamment bien sûr l'intérêt porté au lieu, les études préalables poussées, les recherches, le diagnostic, toute la partie historique. Et toutefois il me manquait la partie un peu mémorielle, la part de l'humain dans ces établissements, dans ces recherches préalables, etc. Et donc à travers les études que j'essaie de développer au quotidien, j'essaie de croiser ces questions d'histoire, de mémoire, et je pourrais y revenir tout à l'heure, et le tout ayant pour objectif, bien sûr, de déceler les valeurs des lieux, et on va y revenir à l'instant. Donc voilà, revenir sur l'histoire, révéler la mémoire, mais également dans une perspective de conserver et de préserver quand même l'existant, tout en envisageant, bien sûr, des transformations futures, et voilà, on pourra y revenir. Voilà, donc depuis maintenant 2013, j'effectue ces recherches sur différents sites. Donc là, vous avez un petit aperçu. J'ai commencé par l'hôpital Sainte-Anne en tant qu'architecte, puis après l'hôpital Esquirol, qui sont des hôpitaux qui sont inscrits ou classés monuments historiques de la fin du 19e siècle, des anciens asiles. Et puis, les travaux se sont poursuivis avec plutôt des établissements de santé plus largement, hôpitaux pour enfants, hôpitaux généraux du 20e siècle. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de croiser tous ces éléments au cœur de ces recherches pour essayer de comprendre, de déceler finalement ce qui va au-delà de l'architecture matérielle et notamment plutôt l'impact de l'usage sur ces lieux, comment ces établissements ont été imaginés, conçus, dans quelle optique et avec les soignants, hein, puisque on travaille aujourd'hui beaucoup avec les maîtrises d'usage, en soutien avec bien sûr les maîtrises d'ouvrage, mais ça fait des siècles que c'est déjà le cas. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de vérifier quelles étaient les valeurs de santé qui avaient été imaginées, qui pouvaient perdurer ou qui avaient été oubliées et qui pourraient revenir en tout cas être réhabilitées, réinjectées, révélées pour la transformation de ces lieux. Donc c'est un peu de l'acupuncture, on va dire qu'on passe du temps à rechercher, à essayer de révéler des valeurs oubliées.
Voilà, donc là c'est une petite citation ICOMOS, très simple, mais qui permet justement de mettre en perspective cette question du patrimoine matériel en relation avec le patrimoine plutôt immatériel, en essayant de croiser ces données-là. Donc je vous invite à la lire tranquillement. Mais ça a été quand même pour moi voilà, l'un des intérêts, enfin en tout cas de ces recherches. Et puis, un point aussi important, c'était de vérifier aussi la charge émotionnelle associée à ces lieux, mais également les valeurs de santé. Alors, voilà, en fait, finalement, là, vous avez des photos historiques de l'American Memorial Hospital sur lequel je suis en train de développer des recherches, qui est un hôpital pour enfants. Il a des fresques absolument formidables que vous en avez vu en aperçu tout à l'heure, qui sont classées. Et donc, il a un jardin, en fait. Le jardin a eu autant d'importance en 1905. C'est un hôpital qui est issu aussi beaucoup des influences américaines, comme l'hôpital Beaujon, puisque c'est un hôpital américain. Et donc, en fait, la prise en soin des patients et de leur rétablissement était aussi liée à cette relation à la nature, au jardin, etc. Et donc, forcément, ça avait des contributions certaines sur leur développement, leur santé mentale, bien évidemment, etc. Voilà, des publications diverses sur Elisabeth a introduit le premier ouvrage, qui est effectivement issu de ma thèse, mais je vous laisse apprécier, voilà, l'architecture et psychiatrie, ça a été l'une pour moi des premières contributions. Et puis bien sûr, l'objectif toujours, c'est d'offrir aussi un socle pour les futurs acteurs, futurs architectes éventuels aussi, pour transformer ces lieux, voire les reconvertir, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà, simplement pour parler un peu de ce qui est mis en place avec la chaire Archidessa, puisque tu l'as introduit à l'instant. C'était aussi l'organisation, c'est de la recherche un peu, on va dire, opérationnelle, et on organise des thématiques, différentes thématiques avec cette chaire qui porte sur l'architecture, le design et la santé, où l'un des axes de cette chaire, c'est vraiment la transformation et la reconversion des établissements de soins, et notamment la santé mentale est l'un des axes. Donc là, je vous ai mis juste les séminaires que nous portons sur ces thématiques, le neurodéveloppement chez l'enfant, architecture et environnement thérapeutique, architecture et psychiatrie ou autre. Et là, en fait, simplement, la plus grande, c'est que le 14 novembre, on organise une nouvelle rencontre, un colloque international sur l'architecture et la santé mentale. Donc, bien sûr, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à poursuivre. Je présenterai notamment, pour ma part, les travaux que nous menons avec l'école Paris-Val-de-Seine en master transformation, prendre soin, les travaux pédagogiques que nous portons sur la santé mentale avec nos étudiants de master en PFE, notamment projet de fin d'études, voire MFE, mémoire de fin d'études, voire des projets de fin d'études de recherche. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est sur une base d'une collaboration avec le CAGE de Nanterre et le PS Roger Prévost, qui va également être à Moisselles, qui va être reconverti dans les années à venir. Voilà, et puis simplement pour terminer, ce qui m'intéressait, c'était de finir sur finalement toutes ces méthodes, finalement le soin qu'on porte à prendre ce temps. En fait, la question de la temporalité, elle est essentielle, ce temps préalable, on essaie d'arriver très en amont, on prend le temps. Et en fait, bien sûr, ça peut se répercuter sur d'autres projets. Et là, je travaille à l'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui, où je suis associée. Par exemple, on prend ce temps sur la mémoire au-delà de l'histoire, quand on travaille même sur des églises qui sont ni classées, ni inscrites monuments historiques, qui sont un petit patrimoine ordinaire dans des villes rurales. Mais malgré tout, finalement, la méthode peut s'appliquer et se déployer et finalement peut avoir un impact sur les riverains, les habitants, etc. également. Je vous remercie. Merci beaucoup Lila pour cette présentation, d'un panel très large d'interventions. Peut-être que pour une observation plutôt sur cette dimension mémorielle des lieux que tu étudies. En psychiatrie, diverses théories se sont succédées, mettant en rapport les espaces et leurs effets thérapeutiques. Un des exemples, évidemment, que tu connais et sur lequel nous avons également travaillé, c'était l'hôpital Esquirol, avec sa répartition initiale suivant diverses catégories de problèmes mentaux identifiés, même si ces répartitions sont considérées aujourd'hui obsolètes et les usages des espaces ont changé. On va dire que tous ces lieux historiques ont été pensés comme ayant des effets thérapeutiques. Et une des questions, en fait, je voulais peut-être que tu puisses préciser, c'est comment concrètement, en fait, pourrait-on mesurer les effets bénéfiques d'un tel ou tel espace, en l'occurrence historique, sur la santé mentale, et comment en fait sortir d'un diagnostic
qui serait purement utilitariste du bâti existant ou bien purement patrimonial dans sa dimension matérielle. Et puisque tu as terminé sur des exemples des projets d'étudiants, qu'est-ce qu'on met en place au fait comme dispositif pour pouvoir, dans le temps qu'on accorde à toutes ces démarches, recueillir cette dimension immatérielle qui est toujours très difficile à attraper et à mesurer et à objectiver? Merci pour cette question. Alors, je pense que effectivement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans que j'essaie d'y travailler, dans le sens où c'est finalement l'intérêt de ces recherches. Alors, il y a plusieurs choses. Dans notre manière de travailler, en tout cas dans la recherche, puis je reviendrai sur la pédagogie après, déjà il y a des recherches poussées en archives, un travail d'historien, un travail de recherche dans les archives, les archives communales, les archives hospitalières sont extrêmement précieuses. On travaille beaucoup avec les archives des hôpitaux de Paris, par exemple. Donc ça, c'est un point essentiel. Dans ces archives, on a des traces écrites, on a parfois des courriers, des lettres de médecins, parce qu'il s'agit aussi de révéler quelle a été la part de chacun dans la conception de ces lieux. Et donc, on voit que souvent, même déjà au 19e siècle, pour rebondir sur Esquirol, on a des traces de l'importance des directeurs, voire des soignants, de certains médecins, dans la conception de ces lieux. Et souvent, finalement, par exemple, sur l'AMH sur lequel je travaille aujourd'hui, ce sont des femmes médecins américaines qui ont imaginé ces lieux. Et on a des courriers, de nombreux courriers, des témoignages, de l'argent rassemblé aux États-Unis, par exemple, qui permettent vraiment de mesurer, finalement, qu'est-ce qu'elles ont voulu amener, dans quelle mesure, en fonction des études de cas dans les lieux dans lesquels elles avaient travaillé, d'accord. Et par exemple, on a des traces des visites aussi, d'autres visites, et donc des sites qu'elles visitent, elles en extraient des éléments architecturaux qu'elles souhaitent retenir. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les questions législatives de l'époque, donc tout un travail de recherche pour mettre en perspective non pas seulement l'architecture et l'histoire de l'architecture, mais tout le contexte donc politique, social, etc., qui est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on parle aussi de compréhension des milieux, pour essayer bien sûr de ne pas isoler ces objets. Et peut-être pour répondre concrètement à cette question, ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective les recherches monographiques, les méthodes un peu aussi associées à l'analyse de ces lieux de manière poussée, et en même temps les recherches sur la santé aujourd'hui à l'international qui sont extrêmement poussées. Pour vous donner un exemple pour Esquirol, tout était axé en relation avec la Marne, donc avec une topographie très forte, des patios, tout était très structuré, autour de la nature et de cette relation. C'était dans le bois de Vincennes, il a été installé dans le bois de Vincennes, donc c'était assez formidable. Et en fait, par exemple, Roger Ulrich, dans les années 80, et aujourd'hui, ce sont des recherches qui se déploient. Parce que, par exemple, je reviens de Californie, j'étais en Californie pour des recherches, j'ai eu la chance d'avoir le Richard Morrison Prize, qui est un prix qui est accordé aux architectes spécialisés en patrimoine, et mon thème était autour des questions du patrimoine de la santé. Et en fait, finalement, j'ai pu donc rencontrer Claire Cooper-Marcus, qui est selon moi une très grande chercheuse sur ces questions. Et en fait, aujourd'hui, il y a des recherches formelles qui ont été faites pour vérifier l'impact de la nature sur les patients et de leur vue. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus nouveau. Donc, en fait, on peut déjà vérifier que des lieux de soins du 19e, voire du 20e siècle, qui ont un espace naturel très fort, qui permettent aux patients non pas seulement d'avoir une vue sur la nature, mais un accès à des jardins, etc., pour déambuler. Il y a plein de sujets. Et donc, par exemple, ça, c'est une valeur de santé, une valeur thérapeutique qui devrait, il me semble, perdurer. Et dans les espaces parisiens, les hôpitaux parisiens, c'est assez rare aujourd'hui. Donc, voilà, un exemple. Et au niveau de la pédagogie, finalement, on les invite à être aussi très en contact des usagers, au-delà des recherches en archives, qu'on leur invite et d'être plus près des sites, faire beaucoup de relevés, beaucoup de terrain, beaucoup d'échanges avec les services techniques, les ingénieurs, etc., les usagers, les médecins, pour qu'ils arrivent, non pas seulement de les sensibiliser aussi à ces questions de vulnérabilité. Voilà, plus largement, je dirais. Et ça, c'est assez beau, finalement, ces rencontres humaines aussi, qui permettent de mesurer autre chose que le matériel. Je commence ? Oui, pardon. Bonjour. Eh bien, bon, je peux parler avec les images de Lila, c'est très bien.
Enfin, il faudra changer quand même à un moment. Ah, il faut changer? Ok, vas-y. On n'a pas d'assistant qui change le... Voilà. On n'est pas au début. Oui, on peut commencer par ça. Attends, Non, 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 c'est bon. Non, mais c'est bon, c'était très bien. Oui, alors moi je représente une autre chaire qui n'est pas Archidessa, mais qui est la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est un lieu de recherche et d'enseignement qui travaille sur des sujets effectivement qui sont assez voisins de ceux qu'a évoqué Lila Bono dans sa présentation. Donc en quelques mots, ça c'est juste quelques publications qui sont en lien avec la thématique de ce soir pour que vous... voilà, c'est un petit échantillon. Vous pouvez aller sur le site de la chaire de philosophie, il y a beaucoup de publications, ça fait partie de nos moyens d'action. Donc en quelques mots, effectivement, la chaire de philosophie à l'hôpital a été créée il y a 10 ans, à l'hôpital Sainte-Anne initialement par Cynthia Fleury. Donc là, je vais être un peu la suite très appliquée à l'architecture de ce que Cynthia Fleury vous a raconté l'année dernière quand elle est venue ici. Donc c'est un espace de recherche, d'enseignement, de recherche-action sur la question du soin d'une manière générale. Donc le soin comme un concept qu'on prend vraiment dans un sens large, mais qu'on fait surtout, c'est ça notre spécificité, qu'on fait depuis le lieu de l'hôpital. Tout ce que fait la chaire, ça se passe dans le lieu de l'hôpital. Donc le parti pris, c'est très basique, hein, c'est de dire que on réfléchit mieux à la question du soin si on est, en tout cas on est mieux armé, on est mieux équipé, on est plus opérationnel, si on se met dans un lieu dont la fonction, a priori, c'est celle du soin. Que cette fonction soit bien réalisée ou pas, en tout cas, c'est quand même mieux de partir de là. Et si elle est mal réalisée, il y a au moins autant de choses à dire que si elle est bien réalisée. Et on le fait donc dans le lieu de l'hôpital et on le fait avec les habitants de l'hôpital. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans une logique de co-conception. Donc avec les soignants, les patients, les familles. Donc c'est vraiment eux les premiers concernés, le premier public de nos séminaires, de nos formations, etc. Et ils participent à tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est co-design, tout ce genre de choses qu'on essaie de mettre en place, notamment pour ce qui est de l'architecture. Et donc ça se déploie dans différents lieux qui sont tous des lieux donc hospitaliers. Initialement Sainte-Anne, Esquirol, puisque l'Adamant, donc qui correspond à l'antenne pour les questions d'architecture, donc dépend de l'hôpital Esquirol. Et voilà, il y a des antennes, il y a à Rouen qu'on inaugure la semaine prochaine, le mois prochain sur la pédopsychiatrie, Charleroi, Clermont-Ferrand. Il y a une antenne au Mali, une antenne en RDC. Enfin voilà, on essaye comme ça d'essaimer un petit peu, mais toujours dans cette logique de se mettre dans les espaces hospitaliers et de faire les choses avec les patients et avec les soignants. Et donc je me rappelle plus ce que j'ai mis après. Donc. Bon, on peut passer. Je sais pas. Oui, c'était pas ça, mais tant pis. Donc voilà, c'est réfléchir à la question du soin. Donc je redis juste donc le soin à la fois comme un concept philosophique et comme un concept politique. Mais aussi le soin, c'est pour ça qu'on est dans l'hôpital, comme le soin comme action concrètement. Quels sont les protocoles, quels sont les outils, quels sont les lieux du soin. Et puis en même temps, le soin comme un concept pivot, comme un concept central, séminal, à partir duquel on peut reconstruire des théories critiques d'un certain nombre de disciplines, y compris en ce qui me concerne l'architecture. Qu'est-ce que serait l'architecture si on l'envisage comme un levier de soin, c'est-à-dire aussi si on l'envisage comme un levier de non-soin. Mais si on met le soin comme soin et architecture, qu'est-ce que ça veut dire pour réfléchir à l'architecture, voilà. Et donc moi j'ai pris la direction la direction, je suis tout seul, donc je sais pas, je dirige pas grand monde, mais j'ai pris la responsabilité de l'antenne architecture, donc qui se passe sur l'Adamant. Donc certains d'entre vous connaissent, il y a des étudiants qui sont venus il n'y a pas longtemps. Donc c'est un hôpital de jour qui est particulièrement remarquable dans le fait que l'architecture a vraiment été sollicitée comme participant à un protocole de soins. Donc il y a notamment un certain nombre de séminaires, donc c'est déjà la 6e année. J'ai mis quelques
quelques invités, dont Elisabeth qui est venue, dont Gaston qui est venu, donc pas Lila, mais Donato Severo qui est son collègue, donc on est un peu entre nous, quoi. Mais un certain nombre de personnes, Salim Anaji est venu l'année dernière, Anna Schaffer, Éric Chauvier, enfin voilà, des soignants qui font parfois des interventions aussi. Et puis à côté de ça, il y a des actions. Il y a des actions, voilà, on est vraiment dans de la recherche-action aussi, on essaye de produire des choses et pas simplement de produire du contenu, mais aussi de produire des lieux ou des prototypes de lieux, toujours en coparticipation, en co-design avec les patients. J'ai juste mis ça comme, on en parlait justement avec Gaston, il se trouve qu'il connaît bien l'architecte. On se situe vraiment dans la continuité de cette expérience assez connue de la psychothérapie institutionnelle. Souvent, on connaît Laborde et Saint-Alban, c'est les deux plus connus, qui ont vraiment été des lieux importants dans la compréhension du fait que l'architecture peut participer aux soins. Et il y a un troisième lieu qui est aussi assez connu, qui s'appelle la clinique de la Chênaie, et qui a été remarquable parce qu'il y a une expérience de co-design qui réunissait soignants, étudiants de l'ESA, et patients qui ont passé beaucoup de temps ensemble pour rénover. Voilà. Donc on était dans les années 70, aussi ces formes un petit peu caractéristiques de l'époque. Et donc c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Enfin, on est vraiment dans cette continuité-là, dans le partenariat qu'on a monté avec l'école, donc avec l'école de Belleville, pour donc la chaire assiste et co-encadre un studio de projet donc dirigé par Elisabeth Essaillant ici et également avec Noël Dominguez. Donc c'est vraiment de réfléchir à des lieux de soins et surtout de monter, c'est vraiment ça sur lequel on essaye de monter un peu en puissance, de monter des protocoles pour faire participer les patients donc à la conception de ces lieux, quoi. Donc c'est aussi par là sensibiliser les étudiants à la question de la participation d'une manière plus générale des habitants. Et puis, à côté, je peux parler encore une minute, oui. À côté de ça, donc on a d'autres, là c'est pas moi qui suis en direct sur ces sujets-là, enfin quoique, mais on a d'autres types de recherche-action. Là j'ai mis deux échelles très quasi, voilà, enfin du plus petit au plus grand. On travaille aussi sur le design à l'échelle de l'objet, avec un projet qui a beaucoup occupé la chaire ces dernières années, qui est la réflexion sur la contention en psychiatrie. Donc comment remplacer les dispositifs traditionnels de contention par d'autres formes de sièges, de lits, de dispositifs comme ça qui permettent de faire ce qu'on dit de la contenance plutôt de la contention, le glissement sémantique, il dit qu'on passe à autre chose que de l'immobilisation subie par le patient. Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs années avec le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Et puis à l'échelle de la ville, donc à l'échelle urbaine, on a une mission d'accompagnement j'y étais hier, d'une ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Saint-Médard-en-Jalles, qui a décidé de faire du soin le principe transversal de toutes ces politiques, du fonctionnement des institutions, de l'organisation des espaces. Donc on accompagne la municipalité là-dessus, avec des ateliers qui ont été faits avec l'école, avec l'EHPAD. Et là, on essaye de monter des choses un peu plus sur l'aménagement urbain et sur l'architecture. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on fait. Merci Eric. En t'écoutant parler de l'Adamant, là, j'ai pensé à cette phrase de Heidegger qui dit que habiter, c'est entouré de haies, entouré de soins, c'est-à-dire protéger sans enfermer pour que quelque chose puisse éclore. Et je me demandais qu'est-ce qu'un lieu comme l'Adamant fait éclore. Qu'est-ce qui, pas seulement chez les patients et les soignants, mais aussi pour toi qui finalement qui déploie un enseignement depuis ce lieu-là. Hein, puis tu disais tout à l'heure, voilà, il faut parler depuis des lieux de soins, et certains lieux de soins sont des lieux mutilants, et d'autres ont une dimension plus capacitaire. Et voilà, comment tu décrirais ce qui se passe, voilà, pas en termes simplement de co-conception ou de sensibilisation, mais en termes relationnels. Qu'est-ce qui se déploie, qu'est-ce qui se partage dans ce type de lieu ?
Pour qui? Pour moi? Ouais, pour toi, pour des étudiants, pour... Il faudrait leur demander. Pour moi, c'est un lieu très très privilégié de réflexion sur l'architecture. Mais ça rejoint ce qu'on disait, hein, parce que c'est un lieu dans lequel on peut vraiment prendre le temps de se poser les questions. Il y a une espèce d'attention du public. C'est des lieux dans lesquels il faut être extrêmement prudent, dans lequel on prend beaucoup de temps pour monter des projets, que ce soit moi pour monter mon séminaire ou avec Elisabeth, avec l'école pour monter les ateliers patients. C'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a une espèce d'attention à ce que tout le monde soit là, que personne. Enfin, on est vraiment dans un truc. C'est un lieu qui nous repose, qui est très reposant et dans lequel les projets qu'on monte sont plus lents. Enfin, ça prend beaucoup de temps, mais ça produit in fine, je pense, beaucoup plus de choses. Donc, je pense que ça rejoint un peu cette question. C'est des publics entre guillemets qui sont beaucoup plus exigeants et dans lesquels il faut être beaucoup plus attentif à la présence, à la compréhension, à la participation. Donc, on peut pas, disons qu'avec ces gens-là, que ce soit les patients et les soignants qui sont souvent beaucoup plus vigilants que d'autres. On ne peut pas faire semblant, par exemple, de faire de la participation. Ça, on est grillé dans la seconde, quoi. Donc il y a quelque chose qui nous oblige à être vrai. Et autant, voilà, dans d'autres, ou avec d'autres types de vulnérabilité, on peut faire semblant de récolter la parole des gens. Là, on est grillé dans la seconde et les gens se barrent. Et, enfin bon, il y a quelque chose où il faut faire les choses en vrai, quoi. Donc voilà, après pour moi, il y a un confort à être là dans un espace qui est incroyablement accueillant, avec un vrai retour des personnes. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Mais... Si, tout à fait, c'était ça. Merci beaucoup. Gaston? Oui, on va changer la présentation. Bonsoir à tous. Donc, merci également, bien sûr, pour l'invitation à cette table ronde là, qui s'annonce riche avec ces croisements. Nous on a une pratique donc à l'atelier Agililand qui est donc de construire des bâtiments de soins, donc notamment en psychiatrie. Quelquefois pour des personnes atteintes de TSA en relation avec l'autisme, puis quelquefois pour d'autres publics, que ce soit pour des enfants ou des adultes d'ailleurs. Et donc je voulais, pour ce travail-là, on s'appuie sur certaines notions. La première notion, c'est celle du care. Elisabeth en a parlé dès le début, hein, parce que c'est une notion très importante qui a été définie par l'américaine John Tronto. Donc tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde afin de pouvoir y vivre aussi bien que possible. Donc je vous invite à lire John Tronto déjà, hein, si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est d'elle que vient toute cette théorie-là. Et à partir de là, il y a un certain nombre de concepts aussi, là je les ai mis à l'écran, sur lesquels on va piocher, on va s'appuyer pour approfondir cette notion du soin dans l'architecture. Et pour illustrer ça, je vous mets tout de suite un des projets qu'on a réalisé, le centre Gilbert Raby à Meulan en Yvelines. Donc là, on est à 1 heure à l'ouest de Paris. C'est un lieu qui accueille des patients qui sont hospitalisés en addictologie. Donc d'abord qui sont sevrés en fait, qui restent assez longtemps en fait à l'hôpital, et puis après qui sont capables de participer à des ateliers thérapeutiques. Donc ce bâtiment accueille ces ateliers thérapeutiques et également un hôpital de jour où il y a des patients qui viennent juste à la journée et qui ont aussi des pathologies liées à l'addiction. Et donc, on s'est appuyé sur toutes ces notions pour proposer un lieu de soins adapté, d'abord en relation avec l'environnement, parce que le premier soin à apporter, c'est le soin par rapport à l'endroit où on vient se poser en tant qu'architecte. Et
et finalement, là c'est un beau terrain en pente. En fait, c'est un beau parc et c'est un beau terrain en pente qui vient sur la Seine. Donc là, on se sert de cette pente-là. On ne touche pas à cette pente. On vient créer 2 rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée en haut et un rez-de-chaussée en bas. Et puis comme ça, on préserve surtout le paysage existant avec l'ensemble des arbres existants autour. Donc on vient entre les arbres ici, et puis on intervient aussi avec une architecture entièrement de matériaux naturels, donc de bois, de terre crue, de briques de terre crue. Vous avez une table ronde aussi sur la terre. Là c'est une des utilisations à l'intérieur du bâtiment sur la terre, ce qui fait qu'on travaille sur les 5 sens dans l'ambiance que ça peut créer à l'intérieur de ce lieu d'accueil. Une deuxième notion, c'est la notion d'espace transitionnel. Alors là c'est en fait, ce qu'on nous a demandé à l'origine, c'est un couloir avec des pièces à gauche et à droite. Et puis on s'est dit, mais ce couloir, c'est quand même triste, le couloir de l'hôpital qu'on a tous vécu. Généralement, c'est un couloir blanc avec des portes, et puis il y a plein de portes, et puis il n'y a pas de lumière, et puis c'est déjà, on est à peine rentré, on est déjà angoissé par l'endroit, quoi. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ce couloir? On le fait 4 mètres de large, on crée une vraie rue intérieure, où on rentre et on est à peine rentré qu'on peut déjà sortir, parce qu'au bout de cette circulation, c'est ouvert, et en plus ça donne sur le grand paysage de la Seine. Et ce lieu, ça va être un espace potentiel. C'est un espace qui est ni dedans ni dehors, ni chauffé, ni climatisé, ni l'extérieur, ni vraiment un espace de soins. On n'est pas vraiment encore rentré dans l'espace de soins. Mais cet espace potentiel de transition, il nous a beaucoup intéressés là-dessus, et puis on l'a proposé du coup à l'équipe soignante. Une autre notion sur laquelle on a travaillé, c'est la notion d'affordance, de potentialité, c'est-à-dire que l'espace lui-même puisse suggérer des actions possibles. Et là, cette grande circulation dont j'ai parlé, cette rue intérieure, comme il fallait relier 2 niveaux, il fallait mettre un escalier en fait au bout. Et puis là, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un peu plus que ça, non? Et puis cet escalier, on l'a transformé en gradinage, et on l'a transformé en un petit amphithéâtre où ils font pour qu'ils puissent s'en emparer et puis faire ce qu'ils voulaient en fait là-dedans. Donc c'est cet espace-là qui suggère des fonctions possibles, et puis ils n'ont plus qu'à s'en emparer, quoi. Et en l'occurrence, ils ont créé une pièce de théâtre, et ils ont fait une représentation avec les patients et les soignants dans cet espace-là, qui était un espace qui n'était pas du tout demandé au programme, en fait. C'était vraiment quelque chose en plus qu'on a proposé. Une autre notion, c'est l'errance, et du coup, les circulations possibles, les déambulations possibles. Il faut savoir que les patients en psychiatrie, il y en a qui déambulent énormément, c'est-à-dire qui sont toujours en mouvement. Donc il faut leur permettre d'avoir des déambulations différentes dans l'établissement, beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur, et puis aussi même à l'intérieur d'avoir plusieurs circulations possibles, et de pouvoir croiser quelqu'un ou ne pas croiser quelqu'un, justement. Avoir voilà, ces déambulations-là. Donc, ça, c'est une notion aussi qui est très spécifique sur la psychiatrie. Une autre notion, c'est l'agentivité. Alors l'agentivité, c'est la liberté ou l'idée on va dire simplement, c'est la capacité d'un individu à agir sur son environnement. Alors là, on a proposé des caissons en bois qui sont le mobilier, en fait, parce qu'il fallait faire du mobilier à l'intérieur. Et donc ça, c'est la demande de base. Et puis finalement, là, d'offrir une autre manière de le faire, c'est un jeu de caissons en bois qui permet de faire tout type d'aménagement possible. C'est-à-dire à la fois, là ils sont présentés dans la photo comme une petite salle de classe, ce qu'ils utilisent en fait pour les gens s'assoient et puis il y a une petite, voilà, ils peuvent parler, mais aussi après ils les mettent contre le mur, ils rangent des affaires dedans, ou ils les mettent en cercle, donc l'espace est un espace capable, modifiable, et sur lesquels tout d'un coup le patient devient acteur. Il subit pas seulement le soin, il est acteur du soin et acteur aussi de l'environnement de soin. Donc ça, ça fait partie des outils qu'on propose, que l'architecte va proposer, mettre à disposition. Et puis après, c'est
à la fois les patients et les soignants qui s'en emparent ou pas, hein, et qui peuvent agir là-dessus. Voilà le résultat final d'une photo et qui vous montre donc ce lieu. C'est juste voilà, quelques exemples de notions sur lesquelles on a travaillé pour ce lieu de soins qui accueille à l'intérieur des gens qui sont vraiment fragiles, quoi. Merci beaucoup Gaston pour cette présentation. Alors on voit évidemment que dans tes réalisations, tu accordes un soin très particulier à la fois à la question de matériaux, leur dimension tactile. On voyait le bois, la terre, mais c'est peut-être plus sur ce sur quoi tu as insisté tout à l'heure que j'aimerais revenir, sur cette possibilité de proposer et d'imposer des espaces qui ne sont pas affectés à un usage spécifique. On voyait ces grandes circulations et en même temps des possibilités de retrait, de repli, enfin, qui sont afférentes à ces circulations. On sait à quel point c'est difficile de défendre ces mètres carrés non affectés pour des usages non définis, et surtout probablement dans le milieu hospitalier, qui sont pensés en termes d'efficacité, de flux, des choses très représentées sous forme diagrammatique dans les programmes. Voilà. Comment on arrive au fait à défendre ça, parce que toute cette qualité qu'on voit dans les images que tu projettes, comment on arrive à défendre cette non-affectation précise de tel espace et de laisser cette possibilité d'appropriation différente, puisque tu montres bien que cette affordance justement permet cette agentivité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir plusieurs possibles de circulation, plusieurs choix qui ne sont pas toujours donnés dans d'autres cadres. Oui, c'est Georges Perec qui parlait des espaces inutiles, qu'il espérait trouver un jour un espace inutile, et pas juste non affecté, mais vraiment inutile. Généralement, effectivement, on nous donne un programme qui est écrit par un programmiste, qui est généralement fait avec l'équipe médicale, hein, et qui va être au mètre carré près chacun des espaces qui est affecté à une fonction précise. Et c'est très difficile de changer par rapport à ça. Nous, on essaie de prendre la question non pas par la fonction, mais par l'usage. C'est-à-dire, quel est l'usage réel qu'on observe, quels sont les usages des lieux, et qui ne sont pas forcément le nom qui est marqué sur la porte. La fonction, ceci est une salle d'ergothérapie. Ben, peut-être que dans la salle d'ergothérapie, mais il se passe d'autres choses. Il y a peut-être d'autres fonctions au fur et à mesure des jours, des heures, des personnes qui sont là. Là, on a eu la particularité de travailler sur ce bâtiment sans programme. Donc ça veut dire qu'on a travaillé directement avec les équipes médicales dans la définition de leurs besoins. Et donc c'était très riche parce qu'on a élaboré cette sorte de programme avec eux, mais en même temps le projet. Et cet espace central de la rue intérieure, elle est apparue comme ça, par le dialogue. Et après, il faut trouver des stratégies pour pouvoir aussi le payer, parce que ça veut dire qu'effectivement, c'est plus grand, donc ça peut coûter plus cher. Et là, c'est pour ça que c'est un espace qui, on essaie de le faire pas cher, justement, parce que, comme je disais, c'est aussi un climat intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'on ne vient pas le chauffer, on ne vient pas le climatiser, on vient juste c'est juste un rafraîchissement naturel de cet espace. C'est-à-dire qu'on ouvre les fenêtres en bas et en haut et l'air circule, quoi. Donc c'est aussi avec ça. Juste un autre exemple sur cette potentialité d'usage aussi. À Chevilly-Larue, on a travaillé sur un hôpital pour les enfants autistes. Et alors, il y avait la particularité de certains enfants, là je parlais de la déambulation, il y en a qui étaient tout le temps en mouvement et qui n'avaient pratiquement pas la capacité de s'asseoir, c'est-à-dire s'arrêter aussi. Et on a travaillé justement aussi avec les équipes médicales sur la fenêtre, sur une épaisseur de fenêtre dans laquelle on pouvait s'asseoir. C'est-à-dire le cadre de la fenêtre et à hauteur d'enfant, à hauteur d'assise d'enfant, et une profondeur à la fois à l'intérieur du réfectoire en l'occurrence
et à l'extérieur permettent de s'asseoir. Et c'est un peu comme si on vient, tu as parlé tout à l'heure d'habiter, là, Heidegger, un peu comme si on vient habiter l'épaisseur du trait, du crayon, quoi, l'épaisseur de la façade. Là. Et cette expérimentation qu'on a faite, parce qu'on a dessiné cette fenêtre-là, et puis on ne savait pas trop ce que ça allait donner, et ben ça a très bien marché. C'est-à-dire que les enfants, ils s'assoient dedans, dans la cour de récré, ils vont s'asseoir dans cette fenêtre, et aussi dans le réfectoire. Tout d'un coup, ils s'assoient peut-être un peu, ils viennent se caler, ils viennent se mettre dans le pli quoi, de la fenêtre, parce qu'ils ont besoin de contenance aussi, et ils viennent se contenir à cet endroit-là. Donc c'est cette potentialité-là aussi, même d'un tout petit espace qu'on vient chercher. Avant de passer le micro à la salle, je voudrais vous poser une question à tous les trois en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Gaston, là, l'assignation systématique des espaces à des fonctions. Quand on regarde aujourd'hui la manière dont est pensée et produite l'architecture, on voit qu'elle est prise dans des logiques de fonctionnalité, d'efficacité, de performance, de rentabilité. Donc on est assez loin de la question du soin. Et donc, qu'est-ce que ça change pour vous de penser l'architecture à partir de la vulnérabilité des corps, le corps des ouvriers, dans le processus de production de l'architecture elle-même, le corps des habitantes et des habitants. Est-ce que ça vous conduit vers une critique radicale de l'architecture telle qu'elle se pratique aujourd'hui, et plus largement une critique du marché dans lequel se trouvent enserrées les conditions de possibilité de l'architecture contemporaine, et plus largement encore de l'économie libérale, ce qui est un des points de départ, je crois, de la pensée du Caire. La vulnérabilité, elle est partout. Il y a quelques jours, il y a eu une tempête dans le Val d'Oise, là, vous avez vu. Ça, il y a une grue qui s'est effondrée. Et il y a un jeune homme de 23 ans qui est mort, qui était un ingénieur, là, qui était voilà, sur un chantier. Donc, et tout d'un coup, par un événement climatique, ouais, bon, c'est un peu à côté ce que je dis, mais voilà, il y a aussi une vulnérabilité de la construction, effectivement, du monde de la construction qui est très présent partout. Nous, ce qui va nous intéresser en tant que praticien de l'architecture, c'est qu'aussi on travaille sur des programmes très très différents. Donc là je parlais des hôpitaux, mais on travaille aussi sur les logements, et les logements pour tout le monde, à la fois les logements sociaux et les logements en accession. Et trouver des parallèles entre les dispositifs qu'on imagine pour les plus vulnérables et les plus fragiles, et à un moment les transposer dans le logement pour tous, et bien ça nous guide aussi. C'est faire des allers-retours entre voilà, des dispositifs très particuliers et puis des dispositifs où on se dit on est tous vulnérables à un moment donné de notre vie. Je parlais de John Tronto tout à l'heure, c'est justement le but de sa théorie. Voilà, c'est cet aller-retour-là. Alors, effectivement, c'est une question centrale. Je vais vous donner, je vais essayer de répondre concrètement par un exemple. On étudie, sur une recherche sur laquelle nous travaillons, il y a l'ancien bâtiment abandonné et le nouvel hôpital construit sur la même parcelle. On se rend compte, par exemple, que tout à l'heure je parlais du paysage, que dans le projet originel, il y avait un parc. Ce n'est pas un espace inutile, mais qui n'est pas, comptable, qui n'est pas une surface optimale aujourd'hui. Pareil, il y avait à l'origine des salles de jeu pour les enfants. Il y avait des fresques. Tous ces éléments, aujourd'hui, lors de la construction de l'hôpital de 2018, ils n'existent plus. Les salles de jeu se retrouvent dans les couloirs. Il n'y a plus d'espace extérieur, encore moins de végétation.
voilà, il n'y a plus d'œuvres d'art intégrées dans les lieux. Alors, ce n'est pas le cas à chaque fois, bien évidemment, mais ça parle aussi de culture à l'hôpital, de l'art à l'hôpital, de toutes ces questions qui accompagnent les lieux de soins. Et finalement, on se rend compte en comparant et en échangeant avec les soignants qu'il y a un manque qui est certain. Et quand on travaille avec des professionnels de santé ou des patients ou des familles qui ont vécu les lieux, l'ancien, le nouveau, alors forcément, il y avait des choses qui dysfonctionnaient dans l'ancien, on est d'accord. Mais en fait, finalement, peut-être que l'existant pourrait parfois permettre d'offrir des espaces qu'aujourd'hui, dans les nouveaux programmes, et tu le rappelais très, très bien à l'instant, Gaston, ne peuvent plus exister au vu de nos contraintes budgétaires, au vu de nos contraintes, enfin, de tout ce que vous avez très bien introduit. Et donc, ça pose toutes ces questions, comment on dialogue, comment on travaille, comment on avance, et comment finalement on peut offrir des espaces, encore aujourd'hui, qui ont une permanence. Et moi, je parlais tout à l'heure de temporalité, il me semblait très important de cette notion de continuité, de discontinuité et puis de permanence, puisqu'il y a des lieux qui existaient, qui n'existent plus et qui pourraient encore perdurer. Donc voilà, donc ça c'est encore par rapport au point aujourd'hui de vue que je vous exprime, mais je pense que ce sont des éléments concrets. On a perdu parfois au fur et à mesure du XXe siècle sur certains points, voire entièrement, mais on a bien sûr gagné sur les questions d'hygiène, sur les questions d'optimisation, peut-être du temps et de la fatigue des patients, des professionnels par exemple. On peut peut-être améliorer ou encore. Enfin voilà, donc il y a bien sûr des améliorations certaines qui sont reconnues aujourd'hui pour le confort, pour l'optimisation du soin, de la santé, etc. Et par ailleurs, on a peut-être perdu. Et donc, comment on travaille avec cet équilibre, en fait, voilà, dans le temps. Et donc, je suis très heureuse aussi que Gaston revienne à l'instant sur, oui, au-delà de l'hôpital. Parce qu'en fait, finalement, quand nous travaillons tous sur ces questions de vulnérabilité, on se rend compte que l'hôpital, c'est un laboratoire de recherche, c'est un terrain d'expérimentation, mais il doit se porter jusqu'au moindre détail de la chambre, de la pièce, de l'espace intime, et puis aussi se retrouver dans l'espace public, puisque les vulnérabilités se retrouvent déjà à l'échelle du territoire d'abord, etc. Et donc tout ça est absolument passionnant finalement, parce que on joue finalement avec ces curseurs pour essayer d'améliorer l'habitabilité peut-être à notre petite échelle, bien sûr. Oui, juste pour compléter ce que Lila et Gaston ont dit, pour moi c'est assez clair que, ça devient très vite évident qu'en prenant ça comme point de départ, la vulnérabilité, le soin, on se met assez vite en capacité de construire une critique plus générale de la pratique de l'architecture, puisque derrière il y a l'idée quand même que l'architecture très longtemps a été faite à la mesure d'un homme déjà, en bonne santé, à la fois dans sa tête et dans son corps, un homme debout, un homme plutôt mince, un homme valide. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'architecture validiste, qui a longtemps été ça la règle. Donc déjà, si on part d'autres corps, d'autres psychismes, etc., forcément, on construit une autre histoire, et on peut pousser assez loin la naissance d'autres modèles. Moi, il y a un exemple que je prends toujours, mais j'en ai un peu marre de le prendre, mais c'est le plus... non, mais parce qu'il est particulièrement clair, c'est le virage qu'a fait Alvar Aalto quand il a construit son sanatorium, où tout d'un coup il s'est mis, il a lui-même été allongé, et quand il a conçu, ou juste avant, je ne me rappelle plus, et il s'est rendu compte que l'architecture était toujours construite pour un homme debout, alors que la plupart des gens dans un sanatorium, ils sont quand même allongés. C'est un peu la base de ce qu'on va faire là-bas, quoi. Donc il a fait un shift dans sa tête où il a décidé de concevoir Paimio à la mesure d'un homme allongé, alité. Et donc ça l'a amené, en fait, c'est au-delà de... en fait, c'est pas tellement conceptuel comme virage, ça l'a amené à prendre des décisions ultra concrètes et ultra simples dans l'aménagement de la chambre, la place de la fenêtre, etc. Et puis il y a ce qu'a dit Gaston, c'est que ça l'a amené à prendre des décisions qui, derrière, ont nourri tous ces projets, parce qu'il s'est rendu compte que le fameux fauteuil qui était fait pour la respiration des tuberculeux, en fait, il était bien pour tout le monde, évidemment. C'était une évidence. Et du coup, tout le monde a voulu l'acheter derrière. Et on peut faire la même chose pour des pathologies psychiatriques. Là, le virage, il est plus récent. Mais on voit bien qu'en prenant certains types de pathologies, on voit bien dans nos ateliers que la question du flux, la question de la vitesse dans la ville, c'est quelque chose qui, pour un certain nombre de patients, est absolument insupportable.
Et la ville libérale dont tu parles, c'est celle qui va vite, qui se reconfigure en permanence, c'est le flux, c'est la flexibilité. Et pour certains patients, c'est absolument insupportable, notamment dans le cas de l'autisme. Il y a des patients qui ne supportent pas les déménagements, par exemple. Enfin, j'étudie pas mal la psychiatrie des années 10-20, des gens comme Roland Kuhn qui ont compris que certains patients, qui ont compris la dimension très très architecturale de certaines pathologies, notamment des patients qui ne supportaient pas que l'espace change de configuration d'un jour au lendemain. Donc on voit que si on prend cette population-là comme population zéro, comme patient zéro de l'architecture, on peut se mettre en... Voilà, on prend des personnes avec lesquelles on peut vraiment bâtir une critique de l'architecture, de la réversibilité, de la flexibilité, qui est celle que demandent aujourd'hui la plupart des promoteurs et des forces économiques. Merci beaucoup. Je vais vous passer le micro, enfin je vais me déplacer, puis voilà, si vous levez la main, je vous passe le micro. Ah ouais. Bonjour, bonsoir plutôt. Si vous avez dit, vous avez beaucoup échangé avec à la fois patients et à la fois aussi le personnel du milieu hospitalier. Je voulais savoir si vous avez aussi pris contact parfois avec les associations qui viennent dans ces établissements c'est parfois pour apporter des divertissements aux patients qui sont souvent, ou si vous avez eu l'occasion d'échanger avec certaines associations ou pas, et pouvoir les prendre en compte aussi dans les projets, dans certains projets, et notamment dans l'architecture neuve, si on prend une place pour ces associations, ou est-ce qu'on considère qu'on n'aurait plus besoin de les faire intervenir parce qu'on aurait trouvé une réponse ou une forme architecturale. Oui, bien sûr, quand on essaie de travailler avec les associations, elles sont absolument indispensables pour la vie d'un lieu, surtout. Et puis, au-delà de ça, là, les exemples que j'ai montrés, là, c'est réfléchir le lieu avec les patients, quelquefois avec les familles des patients, notamment avec les enfants, les patients enfants, donc avec leurs familles. Et arriver à les faire intervenir aussi dans toute la vie de conception et de réalisation du bâtiment pour qu'après, il y ait une prise de possession du bâtiment et puis justement que ce soit encore un lieu sur lequel agir, et que le lieu ne soit pas terminé, mais soit toujours en mouvement et soit toujours actif. À Chevilly-Larue, on a fait venir les enfants pendant le chantier. Et on leur avait montré déjà des maquettes, pour qu'ils essaient de voir le lieu. Et puis après, pendant le chantier, avec leur famille, pour que ça commence à devenir de plus en plus concret. Et donc, ça peut se faire aussi avec les associations. Je ne sais pas si c'était... voilà. Oui, alors nous, dans nos études, parfois, on est amené effectivement à rencontrer, soit ce sont des anciens membres du personnel qui ont créé ces associations, et en fait, elles sont extrêmement importantes, ces associations. Bien sûr que finalement, on se doit de les écouter et effectivement, j'imagine, dans un cas de construction neuve, de leur permettre, de leur offrir des espaces de permanence pour les soutenir dans leur démarche qui est absolument importante et qui n'est pas à omettre, il me semble. Donc c'est un point, il me semble, assez central. Après, il n'y a pas dans les hôpitaux que des associations qui supportent les patients. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Il y a des fois les collectivités, les villes qui mettent en place des ateliers, des visites guidées pour les journées du patrimoine ou autres. Et j'ai eu le plaisir de co-monter, par exemple, avec une collectivité, un atelier de une chasse au trésor, avec des ateliers d'artistes, des ateliers de dessin finalement, avec les patients
patients sur la thématique de l'architecture de la santé, du soin et du patrimoine, par exemple. Et en fait, on a travaillé avec la ville pour mettre en place avec des guides, finalement, des guides qui étaient issus de la collectivité, qui menaient les journées du patrimoine, et on les a adaptés finalement à l'enfant, aux patients, surtout qui étaient en psychiatrie infantile, par exemple, ou d'autres qui étaient hospitalisés dans les lieux. Et donc, c'était assez heureux comme moment. Et donc, il existe beaucoup d'événements comme ça qui permettent d'intégrer soit des activités, soit la culture, ou alors de pouvoir les faire sortir de l'hôpital aussi, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est aussi tout un travail pédagogique de sensibilisation. Souvent les enfants, par exemple, pour rebondir sur cette question vraiment de l'enfance, ils peuvent passer des semaines, voire des mois à l'hôpital, hospitalisés, et donc comment on les accompagne? Certains sont alités, ne pourront pas aller à cette fameuse chasse au trésor. Comment la culture vient à eux? Et là, j'ai par exemple Alban Landé, qui est un de mes étudiants qui travaille cette année à l'hôpital Necker, et la pédagogie, par exemple, à l'hôpital. Et donc, il est en train d'analyser, et c'est un très beau travail, sur finalement comment des enfants hospitalisés reçoivent un enseignement, un certain enseignement, un accompagnement au sein des chambres. Et comment, dans une perspective de sortir, d'aller au-delà de l'hôpital, après quelques mois souvent, et finalement il y a des salles de classe qui apparaissent à l'hôpital, et comment ils peuvent sortir de leur chambre. Donc il y a vraiment ce travail de déambulation encore, d'ouverture, de seuil en fait vers la ville, vers le rétablissement, vers une meilleure santé. Et donc tous ces points sont absolument indispensables à la vie de l'hôpital, il me semble, en tout cas personnellement, pour les accompagner, puisque les jours sont longs, très longs. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question par rapport au dispositif de sécurité. Comment vous réagissez face à un cahier de charge, par exemple, d'hôpital où il faut absolument respecter une hauteur de garde-corps ou rajouter des barreaux à un moment donné où l'architecture a envie d'ouvrir voilà. Comment vous réagissez face à ça et est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette envie de faire une architecture de soins ? Eh ben, c'est une très bonne question. On peut vite basculer dans l'architecture carcérale. Et c'est un risque, hein, c'est un risque important, c'est-à-dire il faut arriver à passer du sécuritaire au sécurisant et de faire en exemple concret, c'est que à Soisy-sur-Seine, on a fait un foyer d'accueil médicalisé pour les adultes autistes, et il y avait la question d'un escalier central avec un garde-corps. Et il y a le problème de la chute, qui est un problème réel. Parce qu'ils n'ont pas forcément la conscience du vide, donc la chute peut vraiment arriver. Donc là, on a fait un grand claustrat en bois, toute hauteur, et qui permet, avec du bois massif, très épais, et qui fait qu'il n'y a vraiment aucun risque de chute. Mais tout d'un coup, plutôt que de faire des barreaux, en gros, on a un dispositif architectural qu'on aurait pu retrouver dans un hôtel ou dans une résidence d'étudiants. C'est-à-dire que c'est un motif qui devient autre chose, qui est juste une sorte de grand claustrat de bois qui vient habiller l'espace, il y a la lumière qui joue avec le claustrat. Donc il faut arriver à proposer un espace qui est effectivement sécurisant et qui évite notamment les chutes ou de se blesser, et en même temps qui ne se voit pas, dont cette fonction-là s'efface pour juste faire un arrondi de porte à Cheville-la-Rue. On l'a fait ça, par exemple. Les portes s'arrondissent au bout, au niveau du pivot. C'est impossible de se coincer les doigts dedans. Alors avant, ils mettaient des sortes de gros boudins en caoutchouc qui étaient très très visibles, qu'on voit dans des écoles quelquefois aussi, et qui montrent cette fonction-là. Alors que là, au contraire, ça disparaît complètement. On a l'impression que c'est une porte normale, mais on ne peut pas se blesser avec. Donc c'est ces sortes de dispositifs-là qu'on va chercher à faire.
Non, mais effectivement, enfin, sur ces questions de sécurité, il faut souvent, j'ai l'impression, être un peu malin et souvent aussi aller à l'encontre d'un certain nombre de préjugés sur les normes de sécurité dans ces établissements-là. Pour reprendre la question pour reprendre le cas de l'Adamant, tout le monde leur disait que d'aller sur un bateau avec des passerelles, que les patients allaient sauter dans l'eau, que ça allait être n'importe quoi, que ça allait être très dangereux pour les patients. Et en 10 ans, il n'y en a pas un qui a sauté dans l'eau. Il y a une seule personne qui est allée dans l'eau, c'est Arnaud, c'est l'infirmier chef de l'Adamant. C'est la seule personne qui est tombée dans l'eau en 10 ans. Et il est tombé volontairement en plus pour aller récupérer je ne sais pas quoi. Mais effectivement, dans ce genre de programme, il y a souvent des attentes de sécurité qui sont particulièrement fortes. Et voilà. Et après, pour ne pas faire du carcéral, moi, ce que je peux observer, parce que j'ai la chance de visiter pas mal d'établissements pour aller faire des interventions ou autres, c'est que, en fait, souvent, pour ne pas faire du carcéral, souvent ça dépend quand même de la volonté de tel chef de service ou de telle direction d'hôpital d'aller vers d'autres pratiques de soins, de fermer la chambre d'isolement, de remplacer la chambre d'isolement, ou de passer de 2 chambres d'isolement à 1 et d'inventer des espaces d'apaisement. Il y a souvent quand même une direction d'établissement ou un directeur des soins qui décide d'inventer d'autres formes. Parce qu'évidemment, c'est plus facile quand un patient décompense de l'enfermer, c'est plus compliqué d'imaginer un espace d'apaisement, forcément. Donc ça nécessite de changer les habitudes, et l'architecte, il commence à pouvoir faire des choses intéressantes, il me semble, quand il y a déjà quelqu'un au-dessus, un médecin-chef, quelqu'un qui a décidé de faire d'autres formes de soins. Donc on est quand même vachement dépendant de la politique de soins qui est en place, il me semble. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour les 3 présentations et j'apprécie beaucoup l'approche de chacun de vous, la subtilité d'aborder cette question de rapport à l'environnement. Mais ce que je trouve, en fait, j'attendais de voir à un moment donné que le rapport à la nature, il n'est pas juste un rapport de perception. Et si jamais il y a eu un rapport où les personnes sont en échange relationnel, sont acteurs aussi. Vous l'avez un peu évoqué, mais ce n'était pas avec la nature, mais quand vous avez évoqué les espaces adoptables. Mais peut-être si on peut penser aussi de la nature aussi de cette manière que c'est pas juste un objet à percevoir, mais qu'aussi, si certaines conditions permettent que la nature permette l'émergence de certains usages, notamment que je sens que de plus en plus on parle de cette qualité thérapeutique des pratiques relationnelles avec la nature. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez connu certains projets dans vos recherches, ou si vous l'avez connu, il y avait des limites, ou voilà. Oui, peut-être je peux répondre rapidement. Donc alors déjà, sur ces questions-là, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui sont portées, assez importantes. Je dirais que pour ma part, j'ai été sensibilisée à travers un établissement de soins de santé mentale qui s'appelle Théophile Roussel sur ces questions-là, en région parisienne. Vous pourrez, notamment avec Didier Sigler, qui est un ancien directeur des soins, que nous avions invité lors d'un séminaire de la chaire Archidessa, et qui, au vu de ses qualités et de ses curiosités par rapport à ces questions, il travaille aussi, il soutient l'association Jardin et Santé, notamment. Et ils organisent d'ailleurs un colloque le 17 et 18 novembre de mémoire à l'hôpital Sainte-Anne sur ces questions. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre. J'espère pouvoir y participer également, enfin en tout cas pouvoir aller écouter cette rencontre. Ils ont développé notamment, et on y va avec nos étudiants notamment de séminaires et certains étudiants qui veulent travailler sur ces thématiques en projet, et ils nous reçoivent, et en fait ils ont employé un orthithérapeute qui accompagne les patients au quotidien.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des ateliers avec un ancien jardinier finalement et une ergothérapeute, et ils mettent en place des ateliers pour les patients hebdomadaires et qui, du coup, ils travaillent la terre directement au quotidien. Ils ont aussi des réserves de biodiversité dans leur parc. C'est un hôpital, je dirais, de la fin du 19e, début 20e, qui a eu de différents usages, mais en tout cas aujourd'hui qui est dédié essentiellement à la santé mentale. Et qui est dans un parc absolument remarquable, donc voilà, en zone inondable, mais du coup avec beaucoup de qualité paysagère. Et donc il y a toute cette question, la pratique de la terre, le corps dans l'espace, la déambulation. Ils ont aussi créé, ils sont en train de créer une ferme pédagogique, donc le rapport au vivant, à l'animal aussi, et puis un circuit notamment sportif pour les patients, pour qu'ils puissent avoir une activité sportive également. Donc vous voyez, ils sont en train de déployer beaucoup de nouveaux usages dans ces lieux, dans ce parc qui en fait sa plus grande qualité, en tout cas, excusez-moi du terme, mais en tout cas qui participe beaucoup à la qualité du soin, il me semble, dans ces murs. Théophile Roussel. Non, mais voilà, Lille a tout dit. Effectivement, c'est la nature et le jardin comme lieu de soins, c'est un très gros sujet de recherche. On n'en a pas parlé tous les trois, mais c'est aujourd'hui l'un des axes vraiment sur lesquels pas mal de choses se jouent. Et il y a un retour peut-être du jardin. Par exemple, l'hôpital Esquirol dont on a parlé, les patios qui sont vraiment en terre, en pleine terre, c'était vraiment des espaces de soins, c'était pensé tel quel. Ils ont été un peu abandonnés au fil du temps et voilà. Mais et aujourd'hui d'ailleurs, on essaye de les remettre dans une dynamique de soins avec des pratiques de jardinage. On sent quand même, j'ai l'impression, un petit retour un réinvestissement dans différents hôpitaux de ces lieux-là qui parfois ont été effectivement quand même délaissés. Mais aujourd'hui, on a par rapport à la question de la mesurabilité de l'espace dans une dynamique de soins. Aujourd'hui, ça y est, on sait qu'effectivement, le jardinage, la relation à la nature, ça participe aux soins. Donc il y a quand même un retour de ces pratiques, il me semble. Bonsoir, merci beaucoup pour vos présentations, c'était super intéressant. Vous avez beaucoup mentionné la notion du soin, plus dans les espaces de conception entre architectes, maîtrises d'œuvre, chercheurs, les usagers, donc conception, etc. Et j'aimerais savoir si dans vos expériences, où vous avez des exemples qui permettent d'espérer que cette notion de soin puisse aussi pénétrer les espaces de production, c'est-à-dire le chantier. Parce qu'il me semble aussi que cette question du soin, elle est aussi centrale dans les espaces de production, comment on met en contrainte les corps pour produire l'architecture, qui travaillent souvent dans des formes de précarité, dans des formes de violence institutionnelle, etc. Et de savoir si vous avez des exemples ou des pistes pour insérer cette notion du soin aussi sur ces espaces-là. Merci. Alors, tu commences ou... Non. Alors, je pense que finalement, par exemple, personnellement, en tout cas pour ma part, je n'ai pas d'exemple concret à partager. Par contre, en tant que maître d'œuvre, là je vais prendre plutôt ma casquette peut-être architecte, mais il me semble que le soin déjà peut être porté à ces échanges en fait, avec les entrepreneurs, les entreprises, une méthode, une co-conception, un partage, un respect. J'ai notamment, pour vous donner un exemple, quand j'ai travaillé notamment dans les monuments historiques, j'ai travaillé chez une architecte en chef des monuments historiques, pendant plusieurs mois, j'ai eu la chance, dès le relevé, d'être avec des menuisiers, de travailler avec des charpentiers, des couvreurs, et du coup, avec toutes leurs connaissances, tout leur savoir. Et en fait, il me semble que finalement, ce respect mutuel, qui crée une équipe déjà, permet des interactions, un travail de confiance entre les corps de métier au sein des chantiers, il me semble. Donc là, ce sont des projets à petite échelle, pour ma part. Mais en tout cas, toutefois, je pense qu'une certaine solidarité aussi envers ceux qui travaillent avec nous au quotidien en tant qu'architectes est absolument important. Et effectivement, dans les recherches qu'on porte, on essaie aussi de vérifier quels ont été les fournisseurs, quels ont été les ouvriers, ou en tout cas les entreprises qui ont travaillé sur les lieux pour essayer de les mettre en lumière, au même titre que les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage ou
Et effectivement, c'est une très bonne remarque parce qu'on ne l'a pas souligné, on ne l'a pas rappelé aujourd'hui, mais ils ont toute leur part, en tout cas, ils ont autant de part dans la réalisation, dans la réalisation de l'œuvre architecturale. Donc peut-être qu'il y a ces deux notions, je dirais, les réinvestir un peu dans la conception, puisque ce sont des ressources absolument précieuses, déjà. Et la deuxième chose, de créer des équipes finalement et une certaine solidarité entre tous. C'est peut-être les deux mots que j'aurais envie de dire pour en fait finalement dans cette démarche un peu empathique, je dirais, ou de partage ou de co-conception, co-réalisation des lieux. Alors ça ne répond pas exactement à votre question, mais je pense que c'est finalement une démarche qu'il me semble... Voilà, mais je n'avais pas du tout réfléchi à cette question pour tout vous dire et j'aurais envie de le prendre comme ça, personnellement, mais voilà, en toute humilité bien sûr. Le chantier, c'est un milieu archaïque qui évolue pas vite, c'est vrai. C'est assez étonnant en fait à voir. Hein. Il évolue quand même. Mais on revient à la question un peu entre sécuritaire et sécurisant aussi de tout à l'heure, c'est-à-dire il devient de plus en plus sécuritaire, ça c'est sûr. Il y a de plus en plus de mesures de sécurité pour ne pas tomber, ne pas être avec des chemins sécurisés qu'il n'y avait pas avant. Après, est-ce qu'il devient pour cela sécurisant pour les personnes? Je pense qu'on n'en est pas encore là, effectivement. Et il y a certaines mesures, il y a des trucs assez marrants qui se passent aussi. C'est Bouygues, par exemple, qui est une des plus grandes entreprises, voilà, et donc qui prend des mesures pour ses ouvriers, parce que c'est le sens de l'histoire, de toute façon. Ils font des séances de gym le matin avec les compagnons qui arrivent. Et donc, on voit 15 Playmobil qui sont là en train de faire la gymnastique avec les casques et tout. Et donc, il y a une évolution des pratiques quand même qui s'accompagne aussi dans ce qu'on peut constater, hein, avec une féminisation du chantier, et qui est lente aussi. Ça, c'est pareil, ça va pas vite, mais qu'on constate aussi. Hein. Justement, là, sur ce point, la semaine dernière, il y avait Frédéric Jonard, qui est architecte mais devenu maçonne, et qui parlait de ce que la construction fait au corps, hein, et qui travaille, elle, avec une entreprise qui travaille principalement avec des femmes, et comment ça fait émerger aussi des nouvelles questions qui sont partagées sur le chantier. Il y a le livre de Milena Charby qui en parle pas mal aussi dans les sorties récentes. Il n'est pas allumé le micro, il faut appuyer sur... Ok. Dans un tout autre registre, une autre question. On a beaucoup parlé de déambulation. Au-delà des déambulations, il y a aussi dans le parcours de soins des déplacements. On hospitalise de plus en plus de jours, on a de plus en plus de maladies chroniques qui nécessitent des traitements longs et lourds, pour ne pas les nommer, notamment les cancers, qui deviennent, on va dire, une vraie épidémie dans nos sociétés, et qui n'ont pas du tout les mêmes formes finalement d'hospitalisation et de soins. C'est des allers-retours quotidiens, c'est des traitements très, très pesants, de moins en moins de déplacements par ambulance, etc. Et donc, finalement, cette question, beaucoup de choses se jouent aussi dans ces déambulations en dehors de l'enceinte. Et du coup, on peut considérer que ce qui se passe en dehors de l'enceinte sur ces déambulations, sur ces déplacements, c'est des sujets de flux qui se traitent comme des questions de flux, mais il me semble qu'il y a aussi des questions d'urbanisme, mais aussi d'architecture. Et on le voit avec les gares. Je prendrai un exemple qui m'a frappée, c'est le hasard. J'y suis passée il y a quelques jours et j'ai trouvé ça d'une violence assez forte, sans polémique aucune. C'est la gare de Gustave-Roussy, de l'Institut Gustave-Roussy. L'Institut Gustave-Roussy, c'est un endroit, on va dire, qui fait peur quand on ne le connaît pas. Et quand on le pratique, on sait que c'est un endroit, depuis 60 ans, il n'y avait pas de station de métro, il fonctionne, c'est une aberration urbaine, une aberration sanitaire, qui n'est pas encore de gare ni quoi que ce soit, et là il y en a une qui émerge, et c'est vrai que cette architecture, donc qui est une architecture de gare, n'est pas du tout conçue comme une architecture du soin. En tout cas c'est moi la perception que j'ai eue en la parcourant, c'est que pour un lieu qui est
central, qui est l'institut le plus grand sans doute d'Europe du cancer, avec un nombre de patients soignés invraisemblable, à aucun moment on se dit que c'est un lieu de soins, qu'on l'appréhende comme tel. Et même, si j'étais assez étonnée en faisant quelques recherches finalement, qu'on parle assez peu de la forme de violence qu'il peut y avoir sur la façon dont est traité ce lieu. Justement, le fait de ne pas prendre en considération le public qu'il est en priorité amené à accueillir. J'ai trouvé ça d'une violence extrêmement forte de la part de la société. On parlait tout à l'heure de la dureté du marché. Et je me demandais, donc j'en viens à ma question, est-ce que là-dessus, alors double question finalement, est-ce que jusqu'où on va aujourd'hui un peu aller chercher ces formes de violence qu'on retrouve encore et dans nos sociétés sur la façon de traiter ces formes architecturales, est-ce qu'on va les détecter, parce qu'on est très attentif finalement aux soins, mais comment on va un peu chercher au contraire tout ce qui est aujourd'hui très hostile. C'est la première question. Et la deuxième, très concrètement, c'est autour des pathologies liées au cancer. Est-ce qu'il y a des recherches un peu sur ces formes particulières justement de déambulation, de soins et d'accompagnement dans l'architecture sur ces traitements? Alors ça sera notre dernière question, enfin nos deux dernières questions. Oui, sur Gustave Roussy, peut-être juste, c'est intéressant effectivement de voir cette situation d'isolement d'un hôpital et au contraire maintenant, je le prendrais plutôt de manière positive aujourd'hui, la ville se construit autour. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un quartier de ville à Villejuif là, qui est en train de se construire autour de l'hôpital, avec des logements, avec des commerces, donc la ville rejoint l'hôpital. Ce qui a été d'ailleurs pas mal le cas à Paris aussi, avec on parlait de Sainte-Anne tout à l'heure. Sainte-Anne, quand ça a été construit, c'était au milieu de la campagne. Donc, et la ville, finalement, c'est construite autour de l'hôpital et finalement a englobé l'hôpital. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer à Villejuif là-dessus. Donc on va retrouver une situation beaucoup plus urbaine de l'hôpital, espérons-le, intégrée dans la ville et qui fait beaucoup plus écho effectivement au parcours de soins du patient dont vous parlez, où il va d'un lieu à un autre. Après, sur la gare proprement dite, effectivement, elle a été dimensionnée pour un immense quartier futur. Et puis, il faudrait plutôt poser la question à Dominique Perrault, parce que c'est lui qui a conçu la gare. Mais voilà, sur cet univers de métal et d'escalators. Ouais. Ouais. Sur le cancer, je ne saurais pas dire. Par contre, la première question, je ne suis pas sûr d'avoir... On n'a pas compris la même question avec les... Je ne suis pas sûr d'avoir compris la première question. Sur le cancer, je ne saurais pas dire, je n'ai pas de référence en tête. Pour le cancer, il y a les centres Magis Center. Ah oui, bah oui. Voilà, ce sont des... Mais il n'y en a pas en France, sauf erreur de ma part. Il y en a en Angleterre, notamment, qui sont des centres pour des malades atteints du cancer, qui ont été imaginés par une femme qui a fait des donations, qui a créé ces lieux. Ils sont faits par de très grands architectes. Il y a un très bel ouvrage sur tous les différents sites qui existent pour le soin du cancer. Et en fait, finalement, ils invitent les architectes à innover sur ces centres. Du coup, ce sont des grandes signatures d'architectes internationaux qui ont travaillé sur ces lieux. Donc je vous inviterai vraiment à consulter cet ouvrage et elle donne, je pense qu'il y a un programme préalable vraiment pour les personnes atteintes qui peuvent venir aussi y mourir, donc il y a toute cette relation à la vie, voire au-delà, donc et ce sont des toutes petites échelles finalement. Donc ça c'est peut-être pour le cancer, j'espère que ça répond en partie, vous allez pouvoir les consulter très rapidement. Et peut-être pour la question sur la ville, je ne sais pas effectivement si j'ai bien compris du coup, parce qu'avec Eric, on en discutait à l'instant. Mais par exemple, il y a des recherches qui sont en cours sur ville santé, sur l'inhospitalité des villes, etc. Donc à l'échelle plus urbaine, plus territoriale, qui permettent justement d'appréhender en fait ces lieux qui sont finalement pas traités forcément au départ sous le prisme de la santé, du bien-être et du confort des usagers. Quand nous travaillons sur des anciens sites hospitaliers justement qui vont être reconvertis, ce sont des quartiers de ville. Ils font parfois une dizaine d'hectares, etc.
Et en fait, on se pose cette question. Demain, ça va être pour la plupart des sites, ce seront des sites qui seront ouverts, ce seront des nouveaux quartiers de ville. Et donc forcément, on est obligé de se poser dans une certaine continuité et permanence du soin de ces lieux, finalement, comment ces lieux vont accueillir, une fois que la fonction hospitalière sera partie, les habitants, vous, nous, tous, comment va se développer les transports au sein de ces sites et aux alentours, bien évidemment. Et c'est une question absolument centrale dans nos démarches, dans nos recherches, pour justement vérifier finalement comment on peut déployer cette question de la santé à l'échelle plutôt urbaine et au-delà des murs, on va dire, au-delà de l'architecture. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont précieux et vous faites bien de le rappeler. Et je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la santé au-delà de l'hôpital et dans l'espace public. Oui, non, mais juste pour finir en refaisant la promo de la chaire, c'est effectivement ce qu'on... Enfin, nous, c'est l'exemple que j'avais montré au début. La démarche qu'on fait avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles, c'est vraiment penser le soin comme dans cette dimension urbaine, penser l'urbanisme et l'espace public comme un levier de soin avant d'atterrir sur l'architecture. Ceci dit, on est dans une petite ville et dans une échelle qui est assez maîtrisable. Et ça pose quand même la question de l'échelle. Je pense que tout ne peut pas se faire à n'importe quelle échelle. Et là, on est dans un quartier avec une grande ligne à peu près d'1 kilomètre. On essaye de penser comment les déplacements peuvent se faire. Mais disons qu'on va commencer par une petite échelle. On verra si on peut aller plus loin après. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous. Voilà, c'est la fin de ce cycle de conférences. On vous remercie chaleureusement de votre soutien et de votre présence. Et celles et ceux qui sont là-haut, ne partez pas sans avoir signé notre petite feuille, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, elle vous attend en bas. Bon, merci et bonne soirée.